Hello, and welcome to the channel. Today we are at Eclair TV and with a bunch of people. On va pas parler en anglais pendant toute l'émission. L'émission est un peu particulière, ça m'a pris un petit peu de temps de la préparer. Le sujet, c'est la culture comme champ de bataille. Alors, il y a deux choses. La première chose, c'est que moi, en tant qu'artiste, pendant très longtemps, j'ai pensé que la culture était un endroit paisible, en tout cas un endroit où il y avait la paix, une sorte de communication. Et en réalité, c'est un petit peu sport, en vrai. Mais aussi l'idée du champ de bataille, puisque le champ de bataille n'est pas toujours la guerre, n'est pas toujours là où se passent les enjeux. C'est-à-dire que parfois, surtout par exemple comme un pays comme les États-Unis d'Amérique, qui est réputé pour emmener la bataille ailleurs, alors que c'est lui qui fait la guerre. Et donc, avec cette idée dans ma tête, je me suis dit, tiens, est-ce que il se passe quelque chose de similaire dans la culture, c'est-à-dire qu'en fait il y a des enjeux ou des forces en présence dans la culture, dans l'art, à l'intérieur des œuvres des artistes, qui font partie d'enjeux que soit les artistes contrôlent, soit les artistes ou même les acteurs culturels ne contrôlent pas nécessairement. Et donc c'est dans ce sens-là, c'est un sujet que j'ai du mal à aborder de façon frontale, donc on va probablement faire le tour, jusqu'à peut-être essayer d'en faire une image qui va vous paraître lisible. Avec nous, on a 4 personnes. Kamoun, dont le nom d'artiste dit tout, puisqu'il s'appelle Kamoun Social Artist, c'est ça? Tout à fait. Ou est-ce qu'on peut l'appeler juste Kamoun? Juste Kamoun, c'est bon. Mais quand on écrit, il faut mettre Kamoun Social Artist. Ça donne un repère beaucoup plus complet de la personne et de l'activité, si je puis dire, et même de l'orientation à la pratique. C'est ça. J'ai Goody. Ça va? Goody, c'est Goody, hein. C'est le nom que j'ai créé pour plein de raisons. La première, c'était pour éviter les relations de parents, amis, alliés, du fait de mon éducation, du fait de là où j'ai grandi, de là où j'ai fait ma scolarité. Et bien m'en a pris parce que bon, j'ai beaucoup d'amis qui ont découvert que finalement Goody c'était moi. J'ai le gène. Ça fait 4, 5, 6 ans. Parce que bon, je ne mettais pas tellement mon visage non plus dans les médias. Donc c'est un choix stratégique. C'est un choix stratégique, c'est le nom est pensé pour ça. Donc la bataille commence. Mais la bataille, elle a été tout de suite. J'ai toujours évité que mes enfants soient les fils d'eux. Par exemple. Non, mais je veux dire la bataille culturelle, puisque... Oui, mais ça fait partie de la culture aussi. Oui, c'est ça. J'ai pensé le nom pour l'avenir, je ne l'ai pas pensé juste pour exister. Ouais. On a Joël Ferly. Sans pseudo, tout simplement, Joël Ferly. Nicolas Labajotte. Pareil, c'est mon nom. Mon travail est beaucoup associé à ma personnalité, donc... pas de souci avec ça. Bon, c'était pas une présentation sur non, pas non, mais enfin bon, ok. Non, mais je continuais avec la réflexion, donc je trouvais que voilà, je justifie que ce nom-là, effectivement, voilà, c'est ton nom. C'est mon nom. Voilà, mon nom d'artiste est mon nom. Photographe, auteur. C'est ça. Pourquoi auteur? Ou comment? Eh ben, écoute, auteur parce que ça distingue, dans la photographie, il y a plusieurs genres photographiques ou de styles photographiques. Effectivement, auteur vient préciser le fait que derrière ce qu'on montre, il y a souvent un discours, il y a souvent une volonté d'établir un échange, de communiquer avec les gens, quoi. Donc il y a un discours, voilà. D'où auteur. On a par Skype un artiste martiniquais, enfin antillais, qui vit à Paris. Jean-François, tu es là? Je ne sais pas si tout le monde t'entend. Nous, on ne t'entend pas sur le plateau. Oui, on t'entend. Comment tu vas? Ça va très bien. Jean-François Beauclé. Bonjour. Bonjour. Tranquille. Comment? Est-ce qu'il fait froid aussi? Pardon, est-ce qu'il fait froid ici? À New York. Ça coupe. Tu peux répéter? Comment ça va à Paris? À Paris, ça va, mais il fait 7 degrés. Tu es à Paris par choix ou qu'est-ce que tu fais là? J'y suis. J'ai 50 ans et j'y suis depuis que j'ai 15 ans. J'ai quitté la Martinique à 15 ans. C'est une séparation tout simplement entre ma mère et mon père.
Et donc tu es parti avec ton père, avec ta mère Avec ma mère. On m'a C'est ça. pas- Et en fait, ça a été dans ma vie un moment très important, dans le sens où on ne m'a pas laissé le choix. Moi, j'aurais voulu rester en Martinique, surtout pas venir dans l'Hexagone. Maintenant, qu'est-ce que tu as comme relation avec les Antilles? Eh bien, ça reste ma terre. Je suis extrêmement attaché. Je suis, mes amis le savent, je suis quelqu'un de. Je n'aime pas le mot nostalgie, mais je suis vraiment ultra attaché à la Martinique, sachant que c'est un territoire qui ne m'invite pas, parce que je ne voyage pas en vacances. Je ne sais pas prendre de vacances. Et je ne voyage que quand j'ai des expos et la Martinique ne m'invite pas. On va regarder un petit peu quelques-unes de tes œuvres. J'ai pas pris beaucoup de choses parce qu'on est quelques-uns sur le plateau, mais on peut regarder par exemple l'œuvre que tu as vendue à Saatchi et Saatchi. C'est une installation remplie de sachets, justement à Saatchi. Oui, Est-ce qu'on a ça en régie? C'est une grande installation bleue. Je n'ai pas l'image. On parle. C'est une de tes œuvres, une de tes œuvres les plus connues. Oui. L'œuvre avec les sachets, je sais pas, elle n'arrive pas à l'image. Je sais pas si on l'a. Non. Ah non, on l'a pas. Mais c'est pas celle-là. C'est une œuvre avec où on voit. Là, je dis ça en régie. C'est une œuvre où on voit l'installation complète avec des sachets bleus. Enfin, on voit pas que c'est des sachets sur l'œuvre nécessairement. Ah, on a du mal. Moi, je ne te vois pas. Oui, mais on t'entend. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience de l'œuvre que tu as vendue à Saatchi? Juste pour nos spectateurs, Saatchi est peut-être un des collectionneurs, une des fondations les plus importantes du monde. Et c'était quand même un point important de ta carrière. Oui, sachant que c'est une installation que j'ai réalisée pour la première fois en 2001 et que j'ai montré vraiment un peu partout dans le monde. Et j'ai été contacté par la Saatchi Gallery en 2014, il l'a acheté et il l'a exposé en 2015 et récemment, je crois, en 2020. Et explique-moi le sachet, pourquoi tu as mis tout ça de sachet là? Je pose des questions un peu bêtes, hein, mais bon, enfin un peu bêtement. Non, ce n'est pas une œuvre uniquement formelle, hein, ce n'est pas une œuvre formelle, sachant que pour moi, c'était en 2001-2005, je me posais la question de ce que pouvait être un mémorial du Black Atlantic, de la traite négrière. Alors pourquoi des sacs plastiques? Eh bien, en fait, je fais rentrer dans le musée, une mer de sacs plastiques. Et cette mer, pour moi qui suis martiniquais, eh bien, ça résonne avec l'Atlantique. Et les sacs plastiques, ça résonne avec la marchandise, le corps devenu marchandise. Volumineuse, non? Pardon? C'est une installation qui est volumineuse. Elle peut aller jusqu'à 100 mètres carrés, comme à la Saatchi et aussi à Buenos Aires il y a quelques années. Et quand elle est en format par exemple, de 100 mètres carrés et exposée pendant 8 mois, parce qu'il faut rajouter toutes les semaines 2000 sacs plastiques parce que la forme s'effondre, eh bien, cela nécessite 100 000 sacs plastiques. Et cet océan, est-ce que, je ne veux pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais l'océan, pour moi, c'est un peu ce qui te sépare de ton père, non? Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Ça t'appartient. Mais est-ce que j'ai raison? Ah mais est-ce que tu as raison, tu es marrant. Ce qui me sépare de mon père.
Ceux qui te séparent de ton père, puisque tu étais en France et lui il restait en Martinique, non? Non, c'était pas, je n'ai pas mis. À cette époque, encore une fois, j'ai vraiment travaillé sur la question de l'histoire dans mon travail. Et de 2001 à 2005, c'était vraiment la question de l'esclavage que j'ai d'abord questionné. Je ne l'ai plus questionné par la suite, même si la question de l'histoire est centrale, est restée centrale dans mon travail. Je ne l'ai plus questionné parce que je l'ai beaucoup questionné et beaucoup exposé aussi. Quand tu travailles avec les bananes, on va montrer les bananes. Quand tu travailles avec les bananes, est-ce que tu questionnes pas aussi un peu l'esclavage? Je ne dirais pas ça, parce que je ne mélange pas les choses, sachant qu'on est là dans ce qu'on appelle le plantationocène, c'est-à-dire le moment où l'humain, enfin la Terre, pas que l'humain, la Terre change d'air. On est rentré avec l'esclavage dans l'ère plantationocène. Et tu peux entendre dans plantationocène la plantation. C'est-à-dire qu'à un moment, quelque chose s'est passé dans la plantation qui a changé la Terre entière. Mais là, quand je travaille sur la banane, je travaille sur la monoculture d'exportation, je travaille sur évidemment le chlordécone, puisque je suis martiniquais, mais pas que le chlordécone en Martinique-Guadeloupe, parce que je suis allé aussi au Costa Rica, où il y avait la United Fruit Company. Je suis allé en Colombie, qui est dans la même situation jusqu'à aujourd'hui, où la situation dans les bananeraies est catastrophique. Et dans ton installation, à un moment, l'homme que tu crées en banane, il est jaune et après il est noir. Tu peux répéter? Dans ton installation, tu crées un homme, c'est la silhouette d'un homme qui est faite en banane. Il y a plusieurs, mais dans celle-là. Et donc, à un moment, cette silhouette est jaune et après, elle devient noire. Alors, selon le pays où j'expose cette installation, je laisse pourrir ou pas les bananes. Par exemple, je l'ai montré en Haïti, dans la ville de Jacmel, et c'était hors de question de laisser pourrir 300 kilos de bananes, parce qu'elle fait 300 kilos de bananes. Donc, j'ai donné au public à cannibaliser le Bananaman. Ce que j'ai aussi fait à Aka, dans la foire d'Aka à Paris, ce que j'ai aussi fait à Bruxelles. Mais au Costa Rica en 2021, en janvier 2021, on a laissé pourrir pendant 2 à 3 mois le Bananaman. Et est-ce que quand tu dis que tu laisses cannibaliser, c'est-à-dire qu'en fait tu permets au public de prendre 1 ou 2 bananes à la fois et finalement il les mange et puis l'œuvre disparaît de ce fait? Oui, et ce qui est important pour moi, ce n'est pas seulement de manger un corps, c'est le banana, parce que là c'est assez judéo-chrétien, hein, mais c'est surtout de manger tous ces écrits que j'ai, parce qu'on n'a pas dit, mais vous savez, une banane, enfin tu sais, pardon, une banane, si on fait un petit trait dessus sur la peau, ça noircit et le lendemain ça cicatrise. Eh bien, j'utilise cette spécificité pour écrire toute ma poétique bananière sur la peau. Et donc, quand le public mange les bananes, je lui demande de se laisser traverser par la violence que j'ai inscrite sur les bananes. Est-ce qu'on peut y voir aussi un clin d'œil à Félix González Torres, tu sais, avec les bonbons? Non, pas spécialement, non. Tu vois de quoi je parle, non? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais chez lui, la question de la cannibalisation, je ne sais pas. Moi, je suis dans une étymologie de la cannibalisation.
Et donc ton travail, est-ce que c'est juste de dire que ton travail est empreint de considérations historiques, géopolitiques, politiques, engagées? Oui. Sachant que je ne suis pas dans une dénonciation, je suis dans une énonciation. Quelle est ton énonciation? Eh bien, énoncer les méfaits du capitalisme, mais je les mets en mots, je les mets en langue. Énoncer les méfaits du plantationocène, par exemple. Tu es un artiste intéressé par qui a un regard sur sa société, qui réagit, mais ton travail n'est pas nécessairement dirigé vers la relation de ton pays avec de la relation avec ton pays. Je veux dire, clairement, quand on voit une œuvre d'un artiste martiniquais avec des bananes et que la Guadeloupe et la Martinique sont des terres de bananes, on pense qu'il y a une dénonciation qui est liée à nos territoires. Mais toi, est-ce que ce que tu dis, c'est que pas nécessairement? Ah, attention, non, j'ai simplement fait une différenciation entre dénonciation et énonciation. C'est que je ne veux pas me laisser enfermer dans une posture de dénonciation. Mais quand on voit mon travail à l'international, tout le monde comprend que que c'est lié au fait que je suis martiniquais quand même. On a une monoculture de la banane, on a eu le chlordécone. Et voilà. On peut imaginer ou se dire que, en même temps, tu es martiniquais et tu es artiste martiniquais, donc tu es légitime de discuter de ce qui se passe, d'avoir un regard sur l'histoire, etc. Mais en même temps, vu que tu es loin depuis longtemps, tu vois de loin. Et quelque part, est-ce que ça fait pas que ta vision est celle de quelqu'un qui est loin? Écoute, je suis loin et je suis près. Et ça, les gens de la diaspora vont le comprendre. Et comment dire, j'ai eu droit quand même à 17 ans de chlordécone. Hein. J'habitais le Saint-Esprit juste à côté de Champ de Bananes. Ah, t'es parti à 15 ans. Oui, mais j'y suis retourné quand j'avais 19 ans et j'y suis retourné aussi avant. Très bien. Parce que en préparant cette question pour toi, je me dis, mais en même temps, les artistes qui eux sont ici, on peut leur reprocher d'être trop près et du coup de pas vraiment de pas voir les choses avec une certaine distance. Et donc ce qui fait que du coup, nous Antillais, artistes ou pensants, on est dans une sorte d'étau où en fait on est soit trop loin, soit trop près. Eh bien, écoute, je n'ai jamais été aussi près de la Martinique que lorsque l'on m'a éloigné d'elle. Alors c'est le manque, hein. Et donc moi aussi j'ai le nez dedans, hein. Mais évidemment je n'y vis pas. Alors ça a peut-être, je ne peux pas m'en rendre compte, ça a peut-être été déterminant dans ma façon d'aborder certaines choses. Je viens vers toi tout à l'heure, on retourne sur le plateau. Merci. Très bien. Goody, tu veux dire quelque chose de tout ça? Je t'ai vu prendre des notes. Ah oui, mais moi je prends des notes. Ce qu'il dit sur au manque, parce que la notion pour rester dans le thème général avant de rentrer dans le thème artistique, la culture en tant que champ de bataille, ou est-ce que c'est un champ de bataille? Je pense que dans l'histoire, la culture a toujours été ce champ de bataille où a été utilisé comme une arme dans un champ de bataille. Et en regardant l'histoire, on se rend compte que cette notion de manque, justement, c'est ce qui crée
cette notion ensuite de champ de bataille. On va regarder ton travail parce que j'aime bien qu'on puisse voir les œuvres des artistes, comme ça on sait d'où tu parles quelque part. Parce que tu es un artiste qui est relativement présent, tu as une façon de fonctionner, on va discuter de ça tout à l'heure, mais ton œuvre semble être une œuvre par rapport à certains autres plutôt pacifique. On regarde tes œuvres qui sont abstraites avec de jolies couleurs qui ne sont pas agressives si tu veux, qui utilisent l'espace, ce que moi j'appelle un espace qui est à la fois graphique et atmosphérique, c'est-à-dire qu'il y a, ça c'est l'exposition à laquelle on a participé à la Fondation Clément, qui est à la fois graphique puisqu'il y a des lignes et aussi atmosphérique parce que tu as des allées et venues dans l'espace qui est créé par les tons, etc. Et donc on a le sentiment que l'artiste qui fait ça, que c'est un artiste de la paix, pas tellement du champ de bataille. Tu sais, Kiwis Fakem Parabellum, il paraît. Donc c'est peut-être mon éducation chrétienne, comme on dit. J'ai grandi dedans. Je pense que la bataille, comme tu disais à un moment, elle n'est pas forcément violente, contrairement à ce qu'on pense. Il y a plusieurs formes de bataille. Et quand Jean-François parle de manque, à chaque fois qu'il y a bataille, c'est parce qu'il y a cette notion de je vais perdre ce que j'ai, je vais perdre ce que je suis. Comme après les guerres, ou quand tu parlais des États-Unis par exemple, où ils ont fait des accords pour le cinéma américain par exemple. Donc forcément ça a fait lever le bouclier. Donc on n'a pas de vocabulaire de bataille, c'est-à-dire que l'industrie cinématographique va se mettre en défensive parce qu'ils se sentent subir une attaque, etc. À notre niveau, c'est pareil. Donc, mon travail quand tu parles du cinéma, c'est-à-dire que tu dis qu'il y a une position qu'ils vont adopter qui est en dehors de ce qu'ils vont produire. Oui, tout à fait. Parce qu'en réalité... des stratégies, par exemple, économiques ou de marketing. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai pris l'exemple des États-Unis parce que tu en as parlé quand on préparait l'émission. Et c'est un exemple très à propos pour la notion de bataille au niveau de la culture. Parce qu'en réalité, de ce que je me rappelle, de ce qu'on a appris en histoire, et effectivement, ils ont fait le lever de bouclier, mais ça n'a pas tellement influé sur la production cinématographique elle-même. Donc effectivement, il y a eu des accords qui disent mais dans les chiffres, il n'y a pas vraiment eu d'impact sur la production cinématographique qui s'est retrouvée être la deuxième industrie de France après la guerre. Donc c'est des notions qu'il faut voir. Maintenant, la guerre, elle existe. Cette guerre, ce champ de bataille existe à plusieurs niveaux. Elle peut avoir une apparence douce. Parce que dans mon travail, là, on voit apparemment doux, il y a 3 éléments. Ce dernier travail, c'est la collection Résonance. C'est basé sur 3 éléments. C'est basé sur la cale de bateau, les voiles, ou le voile, tout ce qu'il y a autour de la symbolique du voile, et le corps. Tout simplement parce que mon travail en général s'appelle Regard sur l'évolution du monde. Je ne me regarde pas à travers de mon nombril. Je sais que j'en ai un. Et j'ai pu observer du peu que j'ai appris et du peu que j'ai analysé, parce que je passe plus mon temps à analyser qu'à apprendre. Quasiment toutes les civilisations sont passées par une conquête par la cale ou par la voie maritime. Et il y a une espèce de quelque chose, de ce quelque chose-là qui me perturbe dans l'évolution du monde, autour de ce conflit de vouloir imposer sa culture à l'autre, soit à travers des valeurs ou à travers d'autres choses. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette notion de cale et de voile, parce que c'est ce qui nous construit en fait. Camoun, la culture. Parce que toi, tu abordes aussi la question de la culture dans ton travail. On va passer quelques exemples. On a 2 ou 3 images de ton travail. Mais la culture, du coup, est présente de façon plus frontale dans les images que tu proposes. Oui, parce que dans mon travail, en fait, l'interrogation que j'ai, c'est une interrogation, j'ai presque envie de dire, du territoire, de mon environnement direct, qui correspond aussi à mon retour en Guadeloupe
Et quand j'y retourne, c'est non pas que j'ai grandi, je suis pas grandi en Guadeloupe, je suis pas né en Guadeloupe, j'ai grandi, je fais ma scolarité en France. Depuis quand? Je suis revenu en 2016. D'accord, donc une très grande partie. Voilà, j'ai fait vraiment toute ma scolarité. Juste pour nos éditeurs, nos spectateurs, on a déjà reçu Camoun où il parle de son background un peu plus longtemps. Vous pouvez retrouver l'émission sur le YouTube ou le Facebook de Éclair TV. Et c'est vrai que dans ma démarche artistique, et de par aussi mon parcours professionnel, pour venir très très rapidement là-dessus, est important pour moi que je puisse réinterroger des faits de société. Et des faits de société qui m'interrogent en fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, sur lesquels je n'arrive pas à poser un sens, à avoir une compréhension claire de ce qui s'est fait, les raisons, le pourquoi. Et de même, en extrapolant la chose, même de me dire... comment se fait-il que ces problématiques-là n'ont pas été réglées en Guadeloupe, sur notre territoire, alors qu'à l'extérieur, ça a été le cas? Quelle problématique, par exemple? Si on prend le cas du chlordécone, tout simplement. Le chlordécone, effectivement, lorsque j'habitais à l'extérieur, j'en avais pas entendu parler, j'avais pas un intérêt porté là-dessus, mais c'est vrai que c'est en arrivant ici que j'ai commencé à prendre connaissance de ce fait-là. Donc la première interrogation qu'on entend, c'est que les terres sont contaminées, dues à un pesticide sur les champs de bananes. Après, en creusant, personnellement, petit à petit, j'essaie de comprendre les forces et les faiblesses, les champs, en tout cas, qui se jouent, d'un point de vue politique, d'un point de vue aussi population. Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce qui a été fait ou pas. Et en élargissant la chose, c'est lorsqu'on voit à l'international qu'effectivement, il y a peu ou il n'y a plus de répercussions suite à ce poison, du moins. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, après plus de, peut-être je vais dire une erreur sur l'année, mais peut-être 10 ans, 15 ans, même plus, en Guadeloupe encore on subit l'effet de ça. Et la chose n'est pas réglée d'un point de vue politique, judiciaire, encore beaucoup de non-dits en fait. Mais qu'est-ce que l'artiste, est-ce que c'est le rôle de l'artiste de parler de ça? Ou qu'est-ce qu'il peut faire? Ou comment tu amènes tout ça? Alors, quand tu dis le rôle de l'artiste, je dirais que c'est mon rôle puisque c'est quelque chose qui me perturbe. Et du coup, dans ma démarche, c'est de toujours réinterroger la chose, mais sous différents angles. Le premier angle, c'est l'angle du spectateur, de la population, de la personne lambda, qui vit justement cette actualité au jour le jour. Et comment il le vit, qu'est-ce qu'il a fait par rapport à ça, comment il s'est positionné, comment il s'est adapté aussi. Parce qu'il y a le fait de subir et de trouver des solutions pour ne pas subir la chose. Et la population. Justement, on va en parler avec Nicolas, toi qui es très proche de la population. Photographe, parce que d'une part, par ton travail, puisque tu travailles pour une municipalité, donc tu es proche de la population, et aussi tu photographies la population pour regarder certaines de tes œuvres. Oui. Alors, ma question en rebond à Camoun, parce que lui, il dit, oui, ça m'intéresse parce que ça me préoccupe. Est-ce qu'un artiste doit peindre ou photographier ce qui lui préoccupe, ou est-ce qu'il peut se donner une sorte de liberté comme Goody qui lui prend de la distance et au bout du compte l'image n'est pas forcément le reflet immédiat de préoccupations sociales ou sociétales? Bon, en tout cas, il peut y avoir les deux principes, ou même plus de principes. Moi, je pense que avant d'être artiste, on est des citoyens concernés par ce qui se passe, comme il disait, dans nos territoires. Et à un moment donné, on se sent interpellé ou pas par ce qui se passe. La photographie, effectivement, moi, ma façon de travailler, c'est de poser mon appareil, poser mon regard. L'appareil, c'est l'intermédiaire, mais en tout cas, c'est de poser mon regard et de marquer. Voilà, et de marquer. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ces casseroles? Alors, c'est une photo qui s'appelle Canary Pond. J'espère que le titre est déjà suffisamment explicite, parce que c'est vraiment c'est une façon, en tout cas, d'accrocher, ou je pourrais même dire de mettre en valeur les instruments qui permettent de faire à manger. Moi, c'est une photo que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a déjà quand même quelques années, mais qui m'a tout de suite rappelé. Mais c'est où? Comment? Alors là, on est à Boissard, en fait. On est à Boissard et on est en plein moment où, justement, ce quartier-là vit la RHI, donc la réhabilitation de l'habitat insalubre. Il y a aussi un programme de rénovation urbaine. Et en fait, toutes ces maisons-là avaient vocation à être détruites pour être reconstruites. Et qu'est-ce que tu faisais là?
Écoute, voilà, là c'est là où la jonction se fait entre mon travail que tu viens de mentionner en municipalité et mon regard photographique. Donc des fois ça s'emboîte. Et du coup là j'étais du coup plutôt sur une opération. Sur une mission professionnelle quoi. Voilà, liée à mon travail. Donc on peut dire que tu passais par là pour autre chose et tu es tombé sur ça. Et tu avais ton appareil ce jour-là. Alors peut-être qu'on va préciser que je m'occupe du service patrimoine culturel de la ville, donc voilà, j'espère que ça montre l'intérêt finalement d'aller sur ce type d'habitation et donc de conserver des traces, parce que un des travaux du photographe, c'est aussi de permettre la conservation d'éléments qui passent, hein, et la RHI est en train d'effacer le visage, une partie du visage des villes, de nos villes, en tout cas la ville des Abîmes, c'était une de celles qui subissait le plus de transformation et ça devenait important. Donc c'est là où tout de suite la connexion s'est faite entre la mission du service public et aussi cette nécessité de garder des traces justement du paysage qui est en train En parlant de traces, Joël Ferly, ça va? Bien sûr, oui. T'es photographe aussi? Oui, j'ai arrêté la photographie il y a très longtemps. Ah oui, c'est vrai. Mais t'es quand même spécialiste de la photographie. Oui, on peut dire comme ça, oui. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui m'interpelle, on peut dire ça. Mais tu faisais des cours d'iconographie. Oui, mais rien à voir avec le champ de bataille. Ben si, quand même. Parce que l'iconographie, c'est de réussir à comprendre ce qu'on regarde. Or, en même temps, la photographie est quand même au premier plan de ce qu'on peut des choses constitutives de ce champ de bataille, c'est-à-dire la propagande, la manipulation, la récupération, etc., dans le sens de la culture. Or, la photo est au premier plan de ça, ou pas? Alors, si c'est dans le sens éduqué au regard, éduqué à la construction du signe, effectivement, hein, sémiologiquement parlant, à partir du moment où on est en toute possession de comment faire sens avec le signe, on comprend beaucoup mieux, effectivement, les enjeux et surtout on peut en jouer ou en déjouer quand c'est nécessaire. Est-ce que pour moi, tu fais des choses différentes dans ta vie, on va dire. Photographe, en tout cas au début, t'es artiste, installation, performance, etc. Et t'es aussi un peu une artiviste, est-ce qu'on peut dire ça? Surtout pas. Tous ces termes à la mode, je les laisse à ceux qui veulent les employer. Non, je suis ce que je suis. Je n'ai aucune prétention de mettre ni titre, ni rien de tout. On essaie de comprendre quand même. Non, mais je reste Joël Ferly, artiste. Et c'est là où c'est important. Tu as fait un travail important avec l'Artocarpe quand même. Mais c'est là où c'est important de ne surtout pas tenter de mettre les gens dans des cases. L'artiste, c'est pas juste quelqu'un qui peint. L'artiste, c'est aussi justement celui qui va pouvoir écrire sur les autres, décider de faire une exposition, donc d'être commissaire, sans se mettre un titre de commissariat nécessairement, qui va pouvoir effectivement faire tout un travail d'archivage s'il en a la capacité et la volonté, parce que justement il a cette possibilité d'avoir la sensibilité. Et effectivement, moi je fais tout ça à la fois, et notamment à travers l'Artocarpe, effectivement. Oui, mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que certains artistes sont juste peintres et c'est tout. Or, quand on parle avec quelqu'un, c'est intéressant de savoir que cette personne est aussi impliquée, par exemple dans ton cas, dans le développement de l'art, de son territoire, etc. C'est dans ce sens-là. Et en tant qu'artiste, mais du coup, effectivement, tu vois, l'échange qu'on vient d'avoir est assez représentatif de ta position, parce que j'ai du mal à toujours savoir à qui je parle. Est-ce que c'est quelque chose que tu ne veux pas mettre en avant, et en même temps stratégiquement tu as fait pendant longtemps vraiment le distinguo entre Joël Ferly, l'Artocarpe et l'artiste, notamment dans l'occupation par exemple de tes locaux à l'Artocarpe, à Moule par exemple, tu vois?
Non, je ne pense pas avoir fait un distinguo. Le seul distinguo, c'est l'Artocarpe et Joël Ferli, ça c'est sûr. Mais je pourrais presque te retourner la question. C'est-à-dire, une fois de plus, il faut cesser de penser qu'un artiste n'est là que pour faire des œuvres d'art. Un artiste peut aller bien plus loin, comme tout un écrivain, comme toute autre forme d'auteur qui peut y avoir. Or, on veut souvent l'enfermer dans une case qui serait juste celui ou celle de la création. Dans la création et le champ de bataille, tu dis que la photo n'a rien à voir, enfin bon, on s'est expliqué. Comment est-ce que l'artiste peut faire partie de ce champ de bataille? Est-ce qu'il doit de la bataille à partir du moment où sociétale, je veux dire, en ce moment, il y a des batailles dans les rues. À partir du moment où l'artiste lui-même est un élément de cette société, et pas n'importe lequel, parce qu'il ne faut pas oublier que l'art, on parlait du champ de la culture tout à l'heure, mais je préfère m'axer sur ce que je connais, c'est-à-dire plutôt l'art, reste pour moi l'un des seuls lieux où l'expression est encore libre. En tout cas, c'est comme ça que ça se conçoit. Hors chemin institutionnel ou institutionnalisé, l'artiste normalement a toute la possibilité de manœuvre pour en fait s'exprimer tel qu'il le souhaite. Est-ce qu'un artiste peut faire grève? Je ne sais pas pourquoi tu reviens tout le temps à cette... Parce que ça m'a marqué, peut-être. Cette performance qui date... ça date de 2009. Donc, si tu veux que je revienne dessus... Avant ou après le LKP? Alors, si tu veux que je revienne dessus, s'il te plaît, laisse-moi la présenter. Nous sommes au 5 février 2009, jour de l'entrée en grève de la Martinique. Ce jour-là, je suis invitée pour exposer avec d'autres artistes à la Fondation Clément, et la commissaire en charge apprend qu'il y a une vidéo qui circule sur les béquets et qui fait énormément d'ombrage à cette famille. Et elle est très embêtée. Le vrai pouvoir de la Martinique, c'est ça? C'était quoi la vidéo? Je ne sais plus le titre. Oui, je serais oui. En tout cas, toujours est-il que j'ai bien senti que la commissaire était très très embêtée puisqu'elle devait accueillir la bourgeoisie de la Martinique, les politiques, etc. Et elle se sentait vraiment mal à l'aise du coup d'aller inaugurer une exposition chez Monsieur Ayotte, lui-même béquet, et d'avoir en arrière-fond cette réalité. Donc j'ai voulu un petit peu par boutade casser l'ambiance, permettre à tout un chacun justement de dévier. C'est là où la stratégie compte et que l'artiste a toujours tout pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'artiste a le privilège, et beaucoup ne l'utilisent pas ce privilège alors qu'il devrait toujours être dessus, d'être aussi bien à parler à des gens qui sont en prison un jour, dans du social justement, et le lendemain à être assis à côté d'un Premier ministre ou d'un ministre qui nous est dépêché, parce que bon, ça fait toujours bien de mettre une petite Joël Ferli à côté du ministre de la Culture. Pas si petite que ça. Est-ce que Jean-François est toujours avec nous? Jean-François? Est-ce qu'on l'a perdu ou pas? On continue, on va revenir. C'est dommage parce que je voulais quand même avoir son point de vue sur rebondir un peu par rapport à ton installation. Ah, Jean-François, comment tu vas? Tu es de retour avec nous? Oui. Est-ce que tu connais la performance de Joël sur Artiste en grève qu'elle a faite en 2009? Non, je ne pourrais pas la commenter parce que je ne la connais pas en fait. En fait, elle a mis un t-shirt ou une chemise marquée Artiste en grève le jour du vernissage, et c'était une performance qui mettait en lumière, enfin qui utilisait un moment de questionnement de la place des béquets dans le territoire. Bien, et toi. Non, le commentaire, le documentaire, c'était ça. C'était une question. Non. Voilà, les derniers. Le document. J'ai pas dit que toi tu mettais en question. J'étais dans le contexte d'un documentaire qui mettait en question la place économique, notamment. Mais toi qui parlais de culture plantationnaire, c'est ça, de l'ère plantationnaire. Oui.
Donc moi, ce que j'aimerais avoir un peu ton commentaire sur quelques faits du monde de l'art, notamment des bananes. Par exemple, la banane de Catalane. Oui. Tu sais, bon, je n'ai pas grand-chose à en dire, hein. À un moment, ça a fait événement parce que c'est une banane qui vaut une fortune. C'est un peu ça l'événement. C'est pouvoir vendre un objet comme la banane à un prix terrible. Et ça me renvoie, moi, tout simplement à un souvenir, c'est qu'en 2017, j'ai collé une banane au mur à la glu. Je ne l'ai pas scotché avec un scotch gris. J'ai collé une banane, j'étais en Colombie, en résidence d'artiste à la Plataforma Cannibal. Et j'avais inscrit dessus, à la différence de la banane dont tu parles, j'avais inscrit dessus une de mes phrases. Voilà ce que ça m'évoque. Est-ce qu'on peut parler aussi de la banane de Taubira? Est-ce que ça dit quelque chose? Il faut que tu m'en dises plus parce que je ne suis pas sûr de savoir. Je crois comprendre, mais... Quand Taubira était ministre enfin, il était garde des Sceaux, à un moment, on lui a envoyé une banane, on lui a dit, tiens, on l'a traité de singe ou quoi. Et donc, ça a fait quand même pas mal de bruit dans la presse. T'as pas vu ça passer? Ben, moi, j'ai vu les... En fait, je ne le savais pas. Mais ce que je savais à propos de Taubira, c'est tous ces dessins qu'elle a reçus ou qui ont été faits, qui ont été diffusés dans les réseaux sociaux extrêmes. Mais tu vois, ça me fait penser à la première fois que j'ai mis la main dans la banane, c'était en 2006 ou 2007. Et c'était une installation avec un petit Bananaman. C'est le fils de l'actuel Bananaman qui fait 300 kilos. Et l'installation faisait 70 kilos. Il n'y avait pas d'inscription sur les bananes à l'époque. Et au mur, j'avais mis comme des plaques funéraires, de grands dessins peints en noir avec le nom de footballeurs qui ont reçu des bananes dans des stades de foot. Voilà ce que ça m'évoque. Donc du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que le fait de recevoir ces bananes, est-ce qu'il n'y a pas deux façons de voir les choses? C'est-à-dire que tu as l'insulte qui est clairement exprimée par la personne qui envoie la banane. Mais est-ce que cette insulte doit être forcément reçue par celle qui la reçoit? Est-ce que cette insulte doit être forcément reçue? Ce que je veux dire par là, c'est un truc un peu bête, mais au lieu de se plaindre qu'on se fait envoyer des bananes, peut-être qu'on peut juste les prendre et puis en faire de la confiture, se dire tiens, on a à manger gratuitement pour le petit déjeuner, quoi. Bien, je crois que Taubira est transformer l'insulte en valeur ajoutée. Je crois que Taubira est quelqu'un de très fort, hein. Elle a survécu à tout ça. Je pense qu'en effet, elle a été suffisamment intelligente pour dévier l'outrage. Mais c'est un outrage très puissant symboliquement, hein. C'est très puissant quand même. Merci. Goody. Est-ce que la banane de Clémence Bottineau t'a dérangé? La banane de Clémence Bottineau, c'est-à-dire explique. Moi, je ne suis pas forcément à l'actualité de tous les artistes. Clémence Bottineau, tu l'as vu? Tu l'as vu? Personne ne l'a vu? Dis-moi ce que tu as à dire. J'aimerais plus, tu sais, j'ai vu une de mes images, j'aimerais bien que peut-être les gens découvrent davantage, tu vois, le travail et qu'on puisse parler de mon travail, plus que de parler de banane, si tu veux mon avis.
Mais ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est aussi de savoir comment est-ce que les images sont utilisées dans l'espace public. Écoute, et la vie des artistes dessus. Elle arrive. J'ai pas vu la banane de Bottineau, donc je peux pas en parler. Et puis il y en a plein des bananes que j'ai pas vues, et donc je peux pas en parler. Par contre, je veux bien parler de. Mais vas-y. Tu parlais tout à l'heure de culture, agriculture. Bah, écoute, juste avant, on a vu effectivement, moi je parlais de poser mon regard du coup sur ma société, et finalement le regard il va un peu partout. Il est comment dire, alors souvent je dis que c'est un regard un peu intuitif, puisque c'est finalement l'information qui sort au quotidien, qui nous interpelle et qui a une façon de nous interpeller. Et à un moment donné, bah, écoute, on se dit, moi mon médium, c'est un médium, donc c'est la photographie, et à la différence peut-être des disciplines qu'il y a autour de la table, le photographe, dès le départ, en fait, est déjà dans un acte social. Parce qu'il suffit qu'on pose finalement notre appareil photo dans la rue ou même en studio, il suffit qu'on le pose devant quelqu'un, on est déjà dans le rapport d'être en interrelation avec le sujet. Et donc, moi c'est de ça que je voudrais parler, c'est très très important. Et surtout, comment effectivement aujourd'hui la photographie, et si on doit revenir sur la notion de champ de bataille, comment la photographie effectivement... alors avant même de parler de ce qu'elle montre, l'outil photographique s'est beaucoup développé sur un champ de bataille, c'est développé en guerre, c'est développé, je veux dire, les stratégies, on parlait de stratégie tout à l'heure, les stratégies au combat se faisaient à partir de photographie. Et donc, alors dès le départ, c'est déjà un instrument, j'ai envie de dire, qui est presque un instrument de guerre ou un instrument de dénonciation ou de dénonciation, pour revenir à ce que disait Jean-François. Et donc c'est vrai que c'est un médium un peu particulier. On n'arrive pas comme ça, même si par exemple... Oui, mais dans ton travail, oui. Puisque tu voulais en parler... Oui, je veux bien. Parlons de Dieudonné, par exemple. Alors, plus que de Dieudonné, moi j'ai plutôt envie de parler d'Ignace. Parce que dans la photo, alors justement, ça c'est aussi dans le rapport photographique, le personnage net, c'est Ignace. Le personnage flou, c'est Dieudonné. Donc là aussi, j'ai peut-être une indication dans la façon de choisir qui est net, qui est flou. Donc cette photo-là s'appelle La rencontre avec Ignace. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un expat ou quelqu'un de l'extérieur vient dans notre territoire et rencontre, moi c'est l'analogie que je fais avec cette image-là, rencontre à un moment donné ce qui se passe en Guadeloupe. Et peut-être même, créer une connexion entre ce que lui il vit à l'extérieur et toute cette propagande, c'est même pas une question de propagande, mais toute la censure finalement qu'il vit à l'extérieur. Tu parles de Dieudonné. Je parle de Dieudonné. Et qui vient finalement, puisque dans la photo on voit bien qu'il y a un document, on a le livre Le Code Noir, on voit bien qu'il y a un autre livre sur l'esclavage, et voilà. Et donc Dieudonné arrive à un moment donné où il n'est pas comique, puisque ça se passe juste après son spectacle. Là, je veux dire, au moment où je fais la photo, il n'est plus dans une posture de comique ou de comédien, il est vraiment là, pour le coup, dans une posture de dénoncer quelque chose. Là, en l'occurrence, ce que j'apprends, puisque moi, je sors du spectacle. C'est quelle année, est-ce qu'on sait à peu près? Là, on est en 2006. Donc, c'était pour Mes excuses au Centre des Arts. Et donc, moi, je sors du spectacle et j'apprends par le CIPN qu'il y a une continuité, etc., etc. On va aller parler un petit peu plus avec Dieudonné, parce qu'à cette époque-là, il vivait aussi quelque chose de très controversé par rapport à encore un film ou un sketch. À l'époque, c'était un sketch. Voilà. Donc tout est parti là-dessus. On a essayé de nous faire comprendre. Alors moi, tout ça, je comprends ça quand je vais à la rencontre. Parce qu'au final, c'est ça que j'avais. J'y étais pas allé pour faire une photo. J'y suis d'abord allé en tant que citoyen concerné par ce qui se disait là. Et j'apprends en fait que Dieudonné est en train de réaliser un film, enfin a écrit une histoire, est en train de réaliser un film sur le Code Noir. Et en fait que si je peux utiliser ce terme-là, toutes les emmerdes qu'il a eues par la suite,
c'est parce qu'il a voulu faire un film sur le Code Noir. Rien à voir avec ce fameux sketch sur les Juifs, etc. etc. Et donc, là où effectivement, tu vois, l'image qui me permet effectivement de figer ce moment-là, cette rencontre-là, tout ce qui se dit, le fait qu'en même temps, moi je choisis pas de mettre en scène, il n'y a aucune mise en scène, hein. Je suis dans un discours, je suis là, je regarde et voilà la scène. Et au final, pourquoi la rencontre avec Ignace? C'est comme si en fait toutes ces problématiques-là, Ignace les avait déjà vécues à une certaine époque chez nous. Hein, la censure doit être un tout petit problème dans les problèmes qu'Ignace a eu à vivre. Et à un moment donné, on a en fait cette sommité, pour moi c'est une sommité du spectacle comique. Et donc on a ce gars-là qui vient et qui à un moment donné, alors bon le CIPN n'est pas loin, mais à un moment donné presque... C'est quoi le CIPN? Qu'est-ce qui peut m'aider? Le centre de... Alors j'ai dit ça facilement comme ça parce que j'ai l'impression qu'ils sont... C'est la commission qui gère les images et le... Donc je sais que... Le comité des peuples noirs, je ne me rappelle pas le I, mais c'est... Donc je sais qu'il y a monsieur Luc Renet derrière, donc on salue aussi tout le travail de ces gens. Et donc voilà, donc alors pourquoi je parle du... Oui, donc le CIPN est très à l'origine du fait que la statue d'Ignace soit posée sur la table, etc. Puisqu'on parle du Code Noir et des combats, on est dans le champ de bataille. Et donc, à un moment donné, moi, cette image-là, d'ailleurs, pour parler de stratégie dans le champ de bataille, on en avait déjà parlé, puisque c'est une image que j'ai déjà présentée à la Poulard de Fer chez toi. Ça a été très très compliqué, tu vois. Tu as commencé par dire c'est une photo, il y a Dieudonné. Et effectivement, dès qu'on parle d'un moment donné, dès qu'on disait Dieudonné, ça devenait un problème. Tu pouvais pas, comment tu peux en tant que photographe faire une photo de Dieudonné, tu vois. Et moi, ça a été compliqué pour moi à un moment donné, parce que rappelle-toi comment j'étais pas à l'aise à un moment donné de montrer cette image-là. Parce que tout de suite, ça veut dire que tu es un pro Dieudo, tu es un pro ceci, alors que... Voilà, donc d'où la précision quand même, et c'est vrai que, alors les gens voient une image, mais il y a une façon de rentrer dans une image, et effectivement, bon moi je donne quelques pistes, même si on montre Code Noir, on montre des trucs, on montre Dieudonné, mais la piste c'est qu'il y a une partie qui est nette, qui devrait peut-être emmener le regard d'abord par là, et ensuite une autre partie qui est floue. Et pourquoi net, pourquoi flou, enfin voilà. Donc ça on va pas peut-être tout de suite Je me demande si on n'aura pas besoin d'une deuxième émission. Il y a quand même un tout petit film que je voulais, qu'on a entendu un petit peu avant, je ne sais pas si la régie là, c'est l'intervention d'une conseillère municipale à Montreuil. Un tout petit film que j'ai trouvé sur Internet en relation avec notre débat. Et là, c'est très dangereux, car quand la culture et la communication ont la même direction, le même responsable décisionnaire, cela s'appelle tout simplement de la propagande. Quelqu'un veut réagir? Ça, Joël. Bien, après le Dieudonné. Mais j'avais pas du tout pensé intervenir sur ça, mais on va faire le lien, parce que s'il y a bien un artiste, comme tu l'as dit, tu l'as nommé en tant que sommité, pour lequel le mot culture apparaît dans le paysage français, pour lequel justement il y a une omerta complète. J'ai bien aimé comment tu as présenté le fait que même montrer, presque dire qu'on est l'auteur de cette photo qu'on a réalisée d'un Dieudonné qui était peut-être le Dieudonné avant problème, aujourd'hui fait presque figure. Il ne faut surtout pas dire qu'on est allé voir le spectacle de Dieudonné, sachant parfaitement, c'est là que l'hypocrisie arrive, sur le terrain, que Dieudonné vient régulièrement en Guadeloupe faire son spectacle de manière marrante. C'est-à-dire, c'est sa nouvelle façon d'opérer aujourd'hui. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce que Nicolas mentionne, c'est le fait qu'il n'ait pas pu faire son film sur le Code Noir. Oui, mais ça, c'est ça. Voilà. Et donc, justement, c'est du champ de bataille. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a d'une part ce qu'on peut faire et qui peut montrer ou pas et où, mais il y a aussi ce qui n'est pas montré. Oui, mais c'est-à-dire, et c'est là où je veux faire le lien entre mon travail et celui de Nicolas, le lien du travail qui paraît avoir juste de belles couleurs. Quand je parlais de cale et de voile qui nous construit,
contrairement à ce qu'on pense, mon travail est très en point des problématiques qu'on a. Mais nos problématiques sont celles de beaucoup d'autres. Mais on est venu ici par la cale. On a été construit par la cale. Avant d'avoir des conteneurs et des porte-conteneurs, on avait des voiliers. Ces voiles nous ont construit. Le voile, il y a tout un symbolique autour, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là, mais c'est ça qu'il y a dans mes œuvres. Ces cales de bateau-là qu'on doit déconstruire pour reconstruire quelque chose. Mais toujours est-il que c'est ce qu'on a, les fûts, on en a fait des tambours. Parce que c'est ce qu'on avait. Okay? Donc on déconstruit quelque chose qui a été construit avant nous, on le déconstruit pour reconstruire quelque chose avec. C'est ça mon travail. Et ce champ de bataille, justement, dont on parle, là, il montrait, par exemple, le travail au niveau de Dieudonné. Quand la ministre parle de propagande, la propagande... Non, c'est une conseillère municipale. La conseillère municipale parlait de propagande. La propagande, c'est une diffusion. Une diffusion où il y a collusion des pouvoirs. Mais il y a une propagande qui est celle de la diffusion où on va intervenir. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que je ne suis pas là, mais on va intervenir beaucoup au niveau du terrain. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne savent pas que j'interviens beaucoup en prison, que j'interviens beaucoup avec des jeunes qui sont en difficulté, des handicapés, des... comment ça s'appelle ça ? Des autistes, etc. etc. C'est-à-dire que je pense que là, on peut intervenir au niveau social et je fais le travail. Je ne fais pas de propagande de ce que je fais, je me contente de le faire. Mais tu as aussi un positionnement assez particulier par rapport aux institutions, par rapport aux autres artistes, aux autres acteurs culturels. Ici. Mon positionnement n'est pas un positionnement de défiance ou de conflit avec. C'est un positionnement de montrer qu'on peut faire sans. C'est là que beaucoup n'ont pas compris. On peut faire sans subvention. Tu veux dire sans les institutions? Non pas que ce n'est pas utile, que ce ne soit pas utile. C'est pas ça là, le discours. Le discours, c'est de montrer qu'on peut créer un modèle économique autour de l'art, sans que pour cela que ce soit quelque chose de mercantile, comme j'entends dire certains. Ça ne t'empêche pas de dire, ça ne t'empêche pas de peindre ce que tu veux peindre. Parce que quel que soit ce que tu crées, et peut-être c'est parce que j'ai pas de formation artistique, j'ai une formation de sciences et de gestion. Quel que soit ce que tu crées, le diffuser, le vendre passe par une méthode. D'accord? Et tu peux créer ce que tu veux, tu trouveras toujours ton public. Il faut pouvoir l'aborder. Ça n'a rien de mercantile parce que quelqu'un qui vend son travail, quand Nicolas il a ses compétences et qu'il travaille au niveau de la mairie, on lui paye un salaire, c'est pas mercantile, il vend un savoir. Quand il fait ses photos, quand Joël faisait des cours d'iconographie, c'était pas mercantile, elle vend un savoir. Quand tu vends une œuvre, ce n'est pas mercantile non plus. Donc, quand on parle de bataille, la bataille est tellement vaste au niveau de l'art et de la culture que j'ai choisi d'avoir l'air absent. Mais je ne suis pas absent du tout. Mais dans ta positionnement, est-ce que quelque part ça ne te libère pas aussi des contraintes institutionnelles? C'est-à-dire que du coup, tu as une plus grande liberté Ben oui, c'est-à-dire que... de continuer, si tu veux. Oui, j'ai cette liberté de dire, de faire, comme disait Joël, et je la rejoins entièrement. On a ce pouvoir, je disais dans une émission une fois, qu'on a le pouvoir, nous, artistes, de dire ce qu'on veut. Et comme elle dit, ce pouvoir-là, on ne le prend pas. On ne le prend pas parce que, à cause du champ de bataille, justement, à cause du fait de est-ce que je vais manger demain, est-ce que celui-ci ne va pas me taper dessus parce que je parle de Dieudonné, est-ce que... Non, tu fais ce que tu as à faire. Et le plus important, justement, quand Joël parlait d'unité de l'individu qui crée, un peu comme Nicolas le disait, même si on crée un nom, un pseudo et tout ça, il y a une unité de la personne qui crée en tant qu'individu. L'important, c'est d'être sincère dans ce que tu fais. Joël, est-ce que l'artiste peut vraiment dire ce qu'il veut ou est-ce qu'il peut dire ce qu'il veut tant qu'il a un endroit où le dire? Tu as la réponse quasiment dans ta question. Moi, j'ai pris le choix de dire ce que je veux. Et mais pendant longtemps, tu as donné la parole aussi à Moule. L'Artocap est toujours là et d'ailleurs c'est bien, j'utilise ta plateforme pour annoncer qu'on rebondit en ligne justement. Mais c'est justement dans l'idée d'être d'autant plus autonome et donc de pouvoir bien plus avant, dire ce qu'on souhaite dire. On n'a plus beaucoup de temps, Kamoul, est-ce que tu veux dire quelque chose pour le mot de la fin? Pour le mot de la fin, soyons
en quelque sorte les yeux de notre société. Ouais, j'aime bien. Ça va? C'est déjà pas mal ça en ce qui me concerne, hein, finalement. C'est pas mal nos yeux qui travaillent, tu vois. Donc. Joël? Rien à ajouter. Goody? Moi, je trouve que c'est parfait, hein, vu que la question, c'est le champ de bataille. Je pense que nous en sommes les armes. C'est à nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. Thank you very much. I will see you next time. Bye bye.